Au début du XXe siècle, l'Europe est à la fois au sommet de sa puissance et au bord du précipice. Jamais le continent n'a été aussi riche, aussi industrialisé, ni aussi armé. Pourtant, derrière cette apparente prospérité se cache un climat de méfiance profonde, de rivalité nationale et de peur réciproque. Depuis des décennies, les grandes puissances européennes se livrent à une course effrénée aux armements. Les progrès industriels permettent de produire des canons plus puissants, des cuirassés gigantesques et des armées de masse. La guerre n'est plus seulement envisagée, elle est planifiée, étudiée, préparée dans les états-majors. Deux blocs militaires dominent la scène internationale. La Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, est unie moins par l'amitié que par une inquiétude commune, la montée en puissance spectaculaire de l'Allemagne. Unifiée tardivement, mais modernisée à une vitesse fulgurante, l'Allemagne est devenue la première force industrielle et militaire du continent, remettant en cause l'équilibre européen établi. Face à elle se dresse la Triple Alliance, menée par l'Allemagne et regroupant l'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'Empire allemand se sent encerclé par ses rivaux et redoute une guerre sur deux fronts. L'Autriche-Hongrie, quant à elle, est un empire vieillissant, miné de l'intérieur par les tensions ethniques et nationales. Elle lutte pour préserver son autorité sur des peuples de plus en plus attirés par l'indépendance. Dans les Balkans, région instable et hautement inflammable, le nationalisme slave attise les haines et les ambitions. Les empires s'y affrontent par alliés interposés, transformant la région en véritable poudrière de l'Europe. Ainsi, à l'aube de 1914, le continent tout entier ressemble à un baril de poudre. Il ne manque plus qu'une étincelle pour provoquer l'explosion. Le 28 juin 1914, dans la ville de Sarajevo, l'histoire bascule de manière irréversible. Ce jour-là, l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, effectue une visite officielle dans cette capitale provinciale des Balkans. Sa présence est hautement symbolique et profondément controversée. Sarajevo incarne à la fois l'autorité impériale de Vienne et les aspirations nationalistes des peuples slaves du Sud. Depuis des années, la région est traversée par des tensions explosives. Les Slaves de Bosnie, majoritairement hostiles à la domination austro-hongroise, rêvent d'unir leur destin à celui de la Serbie voisine. Dans ce climat de ressentiment et de radicalisation, des sociétés secrètes nationalistes se multiplient, prêtes à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs. Parmi elles se trouve un jeune homme de 19 ans, Gavrilo Princip. Issu d'un milieu modeste, nourri d'idéaux nationalistes et révolutionnaires, Princip voit dans l'archiduc le symbole même de l'oppression impériale. Lorsque le cortège officiel traverse les rues des Sarajevo, il saisit l'occasion. 2 coups de feu retentissent. François Ferdinand et son épouse Sophie s'effondrent mortellement touchés. L'attentat provoque une onde de choc immédiate à travers l'Europe. À Vienne, l'émotion laisse rapidement place à la colère. Les dirigeants austro-hongrois sont convaincus que l'attentat n'est pas un simple acte isolé, mais le résultat d'un complot soutenu, ou du moins toléré, par la Serbie. Pour l'Empire austro-hongrois, l'enjeu dépasse le meurtre d'un héritier. Il s'agit de préserver son autorité et de faire un exemple. La Serbie, quant à elle, nie toute implication officielle. Le gouvernement de Belgrade craint la réaction de Vienne, mais bénéficie du soutien tacite de la Russie, protectrice autoproclamée des peuples slaves. Cette assurance renforce sa détermination à ne pas céder totalement aux exigences austro-hongroises. Le 23 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie adresse à la Serbie un ultimatum d'une extrême sévérité. Les conditions imposées portent gravement atteinte à la souveraineté serbe. Participation d'enquêteurs austro-hongrois sur le sol serbe, répression des mouvements nationalistes, contrôle accru de la presse et des institutions. L'ultimatum est délibérément conçu pour être inacceptable. Après de longues heures de délibération, la Serbie accepte la majorité des exigences, mais en rejette certaines, jugées incompatibles avec son indépendance nationale. Cette réponse partielle ne suffit pas. À Vienne, la décision est déjà prise. Les dirigeants austro-hongrois, soutenus par l'Allemagne, estiment que le moment est venu d'agir. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare officiellement la guerre à la Serbie. Dès les premières heures, l'artillerie austro-hongroise bombarde Belgrade. Les canons tonnent le long du Danube. Ce qui n'était encore qu'une crise diplomatique régionale se transforme en conflit armé. En quelques jours, les mécanismes d'alliance s'enclenchent les uns après les autres. Les télégrammes, les ultimatums et les ordres de mobilisation se succèdent à un rythme effréné. L'Europe, incapable de contenir l'escalade, s'avance inexorablement vers la guerre. La mèche est allumée. L'incendie ne fait que commencer. La Russie se sent moralement et politiquement obligée de défendre la Serbie. Depuis des décennies, l'Empire russe se présente comme le protecteur des peuples slaves et orthodoxes des Balkans. Renoncer à soutenir Belgrade reviendrait, pour Saint-Pétersbourg, à perdre toute crédibilité et toute influence dans la région. Sous la pression de ses conseillers, de l'opinion publique et de l'armée, le tsar Nicolas II prend une décision lourde de conséquences. Il ordonne la mobilisation générale de l'armée russe. Cette mobilisation, par son ampleur, ne peut passer inaperçue. Aux yeux de Berlin, elle constitue une menace directe.
L'Allemagne, dirigée par l'empereur Guillaume II, considère que la guerre avec la Russie est désormais inévitable. Les généraux allemands sont convaincus que le temps joue contre eux. Chaque année, la puissance militaire russe augmente. Attendre, c'est risquer de perdre l'avantage stratégique. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Mais Berlin sait qu'un conflit avec la Russie entraînera automatiquement une guerre avec son alliée française. 2 jours plus tard, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le mécanisme des alliances transforme une crise régionale en un affrontement continental. Pour faire face à cette situation, l'état-major allemand met en œuvre un plan élaboré de longue date, le plan Schlieffen. Conçu pour éviter une guerre prolongée sur 2 fronts, ce plan repose sur une offensive rapide et décisive à l'ouest. L'objectif est clair, écraser l'armée française en quelques semaines en passant par la Belgique neutre, contourner les fortifications françaises, encercler Paris et forcer la France à capituler. Une fois la victoire obtenue à l'ouest, l'armée allemande pourrait alors se retourner vers l'est et affronter la Russie, dont la mobilisation massive est jugée lente et désorganisée. Sur le papier, le plan est audacieux et méthodique. Dans la réalité, il repose sur une succession de paris risqués. À mesure que les ordres de mobilisation se multiplient, l'Europe s'embrase. En quelques jours, près de 6 millions de soldats sont appelés sous les drapeaux. Des hommes quittent leur foyer, convaincus pour beaucoup que la guerre sera courte et glorieuse. Les trains militaires sillonnent le continent. Les gares sont envahies par les foules, entre ferveur patriotique et angoisse silencieuse. Tous les pays ne rejoignaient pas immédiatement le conflit. L'Italie, pourtant membre de la Triple Alliance, proclame sa neutralité, estimant ne pas être tenue de participer à une guerre offensive. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis annoncent également leur neutralité. Le président américain refuse d'entraîner son pays dans une guerre européenne qui lui semble lointaine. Mais malgré ces tentatives de retenue, la dynamique est lancée. Les déclarations de guerre se succèdent, les armées avancent, les frontières sont franchies. L'Europe entière glisse inexorablement vers un conflit d'une ampleur inédite, un conflit qui transformera durablement le monde. La guerre qui commence n'est plus une guerre comme les autres, c'est une guerre totale. L'invasion de la Belgique constitue un tournant décisif du conflit. En franchissant les frontières de ce pays neutre, l'Allemagne viole un principe fondamental du droit international. Or, la neutralité belge est garantie par le Royaume-Uni depuis le XIXe siècle. À Londres, cette violation est perçue comme une ligne rouge. Le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. Le conflit devient véritablement mondial. Sur le front occidental, la violence atteint rapidement une intensité inédite. Les armées allemandes, françaises et britanniques s'affrontent lors de combats d'une brutalité extrême. À Mons, les troupes britanniques tentent de ralentir l'avance allemande. Sur la Marne, aux portes de Paris, une contre-offensive désespérée permet d'arrêter l'ennemi au prix de pertes immenses. À Ypres, en Belgique, les combats acharnés empêchent une percée décisive. La guerre de mouvement envisagée par les états-majors échoue. Incapables de se déborder mutuellement, les armées s'enterrent. Des centaines de kilomètres de tranchées sont creusées, de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Une nouvelle forme de guerre s'impose, une guerre d'usure, immobile, où chaque mètre de terrain se paie au prix du sang. La guerre devient industrielle. Les mitrailleuses fauchent des vagues entières de soldats. L'artillerie lourde bombarde sans relâche les positions ennemies. Les barbelés transforment le champ de bataille en piège mortel. La technologie, fruit du progrès industriel, se met au service de la destruction massive. Le front occidental devient un enfer de boue, de feu et de métal. Sur mer, la Royal Navy exploite sa supériorité pour imposer un blocus à l'Allemagne. L'objectif est clair, affamer l'économie allemande, couper ses lignes d'approvisionnement et briser sa capacité à poursuivre la guerre. En réponse, l'Allemagne déploie une arme nouvelle et redoutable, les sous-marins. La guerre sous-marine inaugure une ère de combats risibles, où les navires marchands deviennent des cibles. À l'Est, la situation est tout aussi dramatique. L'armée russe subit des défaites écrasantes face aux forces allemandes mieux organisées et mieux commandées. Mais le conflit ne se limite plus à l'Europe. Dans les Balkans, en Afrique, en Moyen-Orient et en Asie, les empires étendent les combats à leurs colonies et zones d'influence. En quelques mois, la guerre est devenue mondiale. Aucune région, aucun empire n'est désormais à l'abri de ses conséquences. À la fin de l'année 1914, le constat est sans appel. Aucune victoire décisive n'a été remportée. Les plans audacieux, les offensives rapides et les promesses d'une guerre courte se sont effondrés les uns après les autres. Ce qui devait durer quelques semaines s'annonce désormais comme un conflit long, éprouvant et meurtrier. Des millions d'hommes sont piégés sur le front. Ils vivent dans des tranchées creusées à la hâte, envahis par la boue, l'eau stagnante et les rats. Le froid mordant de l'hiver s'ajoute à la fatigue, à la faim et à la peur permanente de la mort. Chaque jour est rythmé par les bombardements, les tirs de snipers et l'attente angoissante d'un assaut. La guerre des tranchées s'installe durablement. Cette nouvelle forme de combat transforme profondément la nature du conflit. Il ne s'agit plus de manœuvres rapides ou de batailles décisives, mais d'une guerre d'usure totale. Les armées cherchent à épuiser l'ennemi, à briser sa résistance morale autant que physique. Les pertes s'accumulent sans gains territoriaux significatifs. L'Europe, entière, entre dans une spirale de violence industrielle et prolongée. Pourtant, au cœur de cet enfer, un événement inattendu se produit. À l'hiver 1914, alors que Noël approche, le silence s'installe sur certains secteurs du front occidental.
Les tirs cessent, les canons se taisent. Des voix s'élèvent dans la nuit, entonnant des chants de Noël, parfois dans des langues différentes, mais porteurs d'un même espoir. Peu à peu, des soldats osent sortir de leurs tranchées. Ils se rencontrent dans le No Man's Land, cette zone habituellement synonyme de mort. Ils échangent des cigarettes, du chocolat, des souvenirs. Certains improvisent même des parties de football sur un sol gelé et criblé de cratères. Pendant quelques heures, les ennemis se regardent non plus comme des cibles, mais comme des hommes. Cette trêve de Noël n'est ni officielle ni généralisée. Elle est fragile, spontanée et éphémère. Les états-majors la désapprouvent rapidement, craignant qu'elle ne sape la discipline et la volonté de combattre. Dès les jours suivants, les ordres tombent, la guerre doit reprendre. Mais cet instant demeure, un bref moment d'humanité au milieu de la barbarie, un rappel silencieux de ce que ces hommes ont perdu et de ce pourquoi ils se battent sans toujours le comprendre. La guerre s'achève, les armes reprennent leur œuvre, et la guerre, elle, ne fait que commencer.